Merci encore pour votre invitation. Je vais vous parler du traitement médical du glaucome donc en 2025. Alors je vais vous dire, j'ai séparé en trois parties ce qui n'a pas changé, ce qui est toujours vrai dans le domaine du traitement médical, ce qui a changé ces dernières années, on a eu des nouvelles classes thérapeutiques, des innovations, et ce qui va probablement changer ces prochaines années, donc les innovations futures à venir mais pas encore présentes. Alors qu'est-ce qui n'a pas changé dans le domaine du glaucome actuellement, du traitement du glaucome? Traiter un glaucome en 2025, c'est toujours réduire la PIO. Les grandes études pivotales récentes ou plus anciennes nous ont formellement montré que quel que soit le stade de glaucome, le type de glaucome et la modalité de traitement, réduire la PIO est bénéfique. Plus on réduit la PIO, plus on réduit le risque d'évolution d'un glaucome, et même si l'évolution sera moins rapide. Donc réduire la PIO est toujours bénéfique. Alors le traitement médical est classique, donc voilà les 4 stades tels que donnés par la Société européenne du glaucome. La première étape du traitement devant un patient nouvellement diagnostiqué, c'est de déterminer si on doit le traiter ou pas. Quand c'est un glaucomateux, c'est simple. On traite toujours, sauf cas vraiment exceptionnel de patients très âgés, on traite toujours un glaucomateux. Les hypertonies ne sont pas toutes traitées, on les traite plutôt si le sujet est jeune, a une PIO élevée, une cornée fine et des facteurs de risque d'évolution vers un glaucome, pseudo-exfoliation, myopie, glaucome de la famille. Les autres facteurs qui rentrent en compte dans la décision de traiter, la sévérité du glaucome, la vitesse d'évolution s'il y a déjà un historique, parfois on a des champs visuels qui ont été faits, et voilà essentiellement l'âge du patient et donc l'espérance de vie du patient. La deuxième étape, c'est déterminer la PIO cible, donc la baisse pressionnelle que l'on souhaite sous traitement. La PIO cible, c'est une notion un peu ancienne, mais finalement on revient, elle est tout à fait pratique. C'est la pression sous traitement qui permet de prévenir l'apparition ou l'aggravation des déficits glaucomateux. Évidemment, elle est propre à chaque individu, elle varie au cours du temps. Parfois, on traite un patient donné, il n'y a plus d'évolution, on le suit, il se remet à évoluer, et il faut baisser plus, on majore le traitement. Donc voilà, la PIO cible varie au cours du temps. Alors comment la déterminer? La Société européenne du glaucome nous donne ce graphique, nous dit la PIO cible est d'autant plus basse que le glaucome est évolué, ce qui est normal, que l'espérance de vie est longue, si le patient est jeune, doit vivre longtemps, on sera plus ambitieux, que la PIO avant traitement est basse, si elle est basse avant traitement, a fortiori elle doit l'être encore plus sous traitement, et qu'il y a des facteurs de risque d'évolution. Donc là encore, PIO très élevé, antécédent de glaucome de la famille, pseudo-exfoliation, dispersion pigmentaire, myopie forte, on sera plus ambitieux sur la baisse de PIO. Alors le graphe de l'EGS, il est bien, mais il est théorique, il n'y a pas de données chiffrées. Quand on traite un patient, on a envie de données chiffrées. Si on veut être plus pratique, on peut revenir vers les grandes études que je vous ai listées en début de communication. OHTS, baisse de 20% de la PIO, on divisait par 2 le risque de glaucome à 5 ans. EMGT, baisse de 25% de la PIO, on passait de 49% de glaucome qui évoluait sans traitement à 30% sous traitement. CNTJS, baisse de 30% de la PIO, on passait de 35% de patients qui évoluaient à 12% sur une période de 5 à 7 ans, donc on divisait par 3 le risque d'évolution. Si AGTS baisse d'au moins 35%, aucun cas d'évolution dans la cohorte, et AGIS PIO inférieur à 18, là encore, aucun cas d'évolution. Donc vous voyez, c'est très intéressant, très pratique. Si on traite une hypertonie, baisser de 25% la PIO, c'est déjà pas mal. Si on a un glaucome débutant, peut-être 25 à 30% d'objectif, un glaucome modéré, 30% au moins, et un glaucome évolué, agonique, avec menace d'atteinte du point de fixation, au moins 35, 40% de baisse de la PIO. Donc, on a déterminé la PIO cible, maintenant on va traiter, on va atteindre la PIO cible. Alors le geste nous rappelle que très souvent on commence par un traitement médical. En Occident, en Europe ou en France, dans 80% des cas, quand on débute un traitement chez un glaucomateux, c'est par des collyres. On peut faire du SLT, néanmoins une alternative, on en fait de plus en plus, notamment chez des gens jeunes qui ont des contre-indications au traitement médical, qui ont des effets secondaires, chez des femmes enceintes, chez des hommes qui ont les yeux bleus, qui ont un traitement unilatéral. Donc voilà, on peut le faire pour tous les patients, notamment les patients que je vais lister, mais souvent quand même on débute par un traitement médical. En règle générale, on débute par une monothérapie. On peut débuter par une combinaison fixe, mais ce sont des cas particuliers. PIO très élevé à plus de 35, E unique, glaucome agonique chez un sujet jeune très évolué, on peut débuter par une combinaison fixe. Mais dans la grande majorité des cas, on débute quand même néanmoins par une monothérapie, par une classe thérapeutique, une molécule. Alors comment choisir la monothérapie? Je vous montre une méta-analyse que j'aime bien. Vous avez les 4 classes, vous avez les molécules, l'effet absolu, l'effet relatif. Il y a une hiérarchie, les prostaglandines en premier, puis les bêta-bloquants, puis les alpha-2, puis les IAC. Et vous voyez, on peut espérer 33% de baisse de PIO avec une prostaglandine, 23 à 27% de baisse de PIO avec un bêta-bloquant, et moins avec les alpha-2 et les IAC. Donc vraiment, la façon dont on choisit les classes thérapeutiques, elle suit la hiérarchie d'efficacité, et viennent les prostaglandines, et souvent on débute par une prostaglandine, et après les bêta-bloquants, et vous savez que quand il y a une évolution du glaucome sous prostaglandine, souvent on ajoute un bêta-bloquant. Alors dernière étape, on a traité, on a atteint la PIO cible,
On va suivre le patient. Typiquement, on le voit tous les 6 mois. Au passage, le GS nous dit champ visuel systématique. L'OCT complète l'examen, mais ne remplace pas le champ visuel. La référence pour suivre un glaucome, rechercher une évolution et voir la vitesse d'évolution et éventuellement ajuster le traitement, c'est le champ visuel. S'il n'y a pas d'évolution, même traitement, même suivi. Si évolution, on renforce, on passe de 1 à 2 collyres, 2 à 3, on fait un SLT, on opère, jusqu'à atteindre la PIO cible et stopper l'évolution. Alors deuxième partie, les nouveautés qu'on a ou qu'on a eues ces dernières années. Il y en a eu. Première nouveauté, alors c'est plus des 10 dernières années, mais importante, les traitements, l'avènement des traitements sans conservateurs. Vous savez que les conservateurs qu'on a ou qu'on avait dans le temps, on en a beaucoup moins dans les collyres antiglaucomateux, altèrent la surface oculaire des patients glaucomateux et altèrent la qualité de vie des patients glaucomateux. Je vous montre ici un travail d'une équipe française, l'équipe du professeur Baudouin, et vous avez la prévalence des signes rapportés par les patients, les symptômes, ou des signes observés par le médecin en fonction du nombre de collyres antiglaucomateux avec du BAC. Et vous voyez, il y a un lien vraiment direct. Les patients qui n'ont pas de BAC ont peu de plaintes. Les patients qui ont 1 ou encore plus 2 ou 3 collyres ont très souvent des plaintes liées à des atteintes de la surface oculaire. Et vous savez que toutes les structures peuvent être atteintes, les paupières, le cul-de-sac conjonctival, la conjonctive, le limbe, la cornée, avec même des atteintes, vous voyez, importantes, qui diminuent, qui altèrent la fonction visuelle et qui peuvent même entraîner une perte de transparence de la cornée. Alors fort heureusement, maintenant, on a de plus en plus de molécules et classes thérapeutiques et combinaisons sans BAC. En monothérapie, les prostaglandines, les bêta-bloquants, on a même les alpha-2 que j'aurais pu ajouter. Et en combinaison, les combinaisons prostaglandines, bêta-bloquants et bêta-bloquants IAC sont disponibles sur chlorure de benzalkonium. Donc voilà, de plus en plus de classes molécules. Donc quand c'est disponible, privilégiez-les. Il y a tout l'avantage à utiliser des formulations sans BAC par rapport aux formulations conservées. Et on peut ajouter, pour battre en brèche une idée qu'on avait jusqu'à 5-10 ans, qu'il n'y a aucune perte d'efficacité. Quand on donne une formulation non conservée, on a exactement le même effet sur la PIO que les formulations avec chlorure de benzalkonium. Alors une deuxième nouveauté, mais qui est toute récente cette fois-ci, on a une nouvelle classe thérapeutique qui est celle des inhibiteurs d'érokinase, qui est disponible depuis le mois de mars 2025, un tout récent. Les classes thérapeutiques qu'on avait à ce jour, il y en a 3 qui agissaient sur la production d'humeur aqueuse, les bêta-bloquants, les alpha-2, les IAC. Une qui agissait sur l'évacuation par voie ovosclérale, les prostaglandines. On avait jusqu'à ce jour en France ou en Europe pas de classe qui agissait sur le trabéculum, alors que très souvent, quand on a une hypertonie, quand on a un glaucome, si la PIO s'élève, c'est parce que le trabéculum est moins perméable. On a maintenant une classe thérapeutique qui agit sur le trabéculum, qui est celle des inhibiteurs d'érokinase. Alors rapidement, pour expliquer le mécanisme d'action, dans le trabéculum, on a des cellules contractiles, donc musculaires lisses. Quand on les relâche, on augmente la taille des pores du trabéculum et donc on augmente la perméabilité du trabéculum. Les inhibiteurs d'érokinase, ils bloquent une enzyme qui polymérise les filaments d'actine de ces cellules. Donc on empêche la polymérisation des filaments d'actine, on décontracte, on relâche ces cellules musculaires lisses et on augmente la taille des pores du trabéculum. Regardez, c'est très joli, c'est très parlant. À gauche, vous avez un trabéculum qui n'est pas exposé à un inhibiteur d'érokinase. À droite, vous avez un trabéculum exposé, c'est le nétasurdil, la molécule, un inhibiteur d'érokinase. Et vous voyez l'effet, on imagine bien que le trabéculum à droite laisse beaucoup plus passer l'humeur aqueuse que le trabéculum de gauche et que ça réduit la PIO. Alors il y a une molécule qui est disponible en France depuis mars, nétasurdil combiné au latanoprost. Donc c'est une combinaison nétasurdil-latanoprost. Je vous montre 2 études. Vous avez un bras avec la combinaison, un bras nétasurdil seul, un bras latanoprost seul. PIO avant, PIO après. Si vous regardez tout à droite à 3 mois, en blanc, vous avez la PIO sous nétasurdil seul, le bras nétasurdil. En gris, vous avez le bras latanoprost et en noir, le bras latanoprost nétasurdil combiné. Et voyez qu'il y a un effet additif qui est net. Quand on passe de la prostaglandine seule aux prostaglandines nétasurdil, on a 2 à 3 mm de mercure d'effet additionnel. C'est bien, c'est très bien. Quand on ajoute un bêta-bloquant et une prostaglandine, on gagne 1 mm d'effet additionnel. Donc vous voyez un effet additionnel fort. Donc c'est une classe thérapeutique qui demandait ou demande effectivement à être combinée aux prostaglandines. Alors vous voyez l'effet important. Je vous montre ici les résultats. Regardez sur le graphique qui est à droite. Vous avez tout à gauche du graphique la proportion des patients qui avaient plus de 40% de baisse de PIO. C'est très rare avec une prostaglandine seule. C'était presque 30% des patients avec la combinaison. 40% de baisse de PIO, c'est bien, c'est ce qu'on a avec une trabéculectomie. Donc vous voyez, il y a vraiment des patients qui sont très très fortement répondeurs à cette nouvelle classe thérapeutique combinée de prostaglandine. Un petit mot sur la tolérance, vous le savez peut-être si vous l'avez utilisé. Il y a des cas d'hyperémie conjonctivale, il y a parfois des petites hémorragies sous-conjonctivales spontanées et des cornées verticillata. Les hyperémies, je dirais que c'est gênant pour 20 à 30% des patients.
Quand vous les prescrivez, prévenez les patients, revoyez les patients 1 à 2 mois après. Et voilà, il y a 20 à 25% des patients pour qui on ne peut pas continuer le traitement du fait de l'hyperémie, et quand même évidemment la majorité pour lesquels il n'y a pas de souci de tolérance. Alors je vous montre également pour cette combinaison Natasurdil et Tanoprost la comparaison au bimatoprostimolol, c'est le Ganfor, et vous savez que le Ganfor est très efficace. Regardez avant, après washout, après avec 3 mois de suivi, même PIO avant, même PIO après. Globalement, ça a le même effet que le Ganfor. Donc jusqu'à présent, le Ganfor était la combinaison la plus efficace. On a une combinaison maintenant qui est aussi efficace que le Ganfor. Et vous voyez, si vous regardez à gauche la proportion de patients qui avaient plus de 40% de baisse de PIO, en noir, vous avez Natasurdil, Latanoprost, en gris, vous avez le Ganfor, et globalement, c'est très comparable. Donc on a des répondeurs majeurs à ces deux combinaisons. Alors juste un petit mot pour terminer sur les innovations à venir. Actuellement, quand on traite un glaucome, on donne des collyres. Les collyres, il y a un problème, c'est qu'il faut que les patients les mettent, et il y a beaucoup de patients qui ne les mettent pas. Et d'autre part, il y a des patients qui veulent les mettre, mais qui n'arrivent pas à les mettre, parce que les gens âgés, mettre un collyre, c'est pas facile. Et ben, on aura probablement des implants qui vont éviter effectivement cet écueil de l'observance, des implants extraoculaires ou intraoculaires. Et vous voyez ici par exemple un anneau de bimatoprost qu'on peut mettre dans le cul-de-sac conjonctival. C'est bien toléré, ça ne donne pas l'œil rouge, et pendant 6 mois, ça baisse la PIO comme le bimatoprost. Implant sous forme de plug, c'est du latanoprost, qui pendant 3 mois environ baisse la PIO, il n'y a pas d'alarmement ou pas d'hyperémie, ou un implant intraoculaire. Le plus développé, c'est un implant de bimatoprost, on ne l'a pas ou on ne l'aura pas, ou on ne l'a pas en tout cas malheureusement en France pour l'instant, qu'on injecte par voie transcornéenne, qui se délite et qui pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois va contrôler la PIO comme une prostaglandine sous forme de goutte. Et vous voyez ici dans l'étude sur le bimatoprost implant chambre antérieure, la proportion de patients aux intervalles de temps à qui on n'avait pas eu besoin de remettre un collyre. Et vous voyez qu'à 6 mois, il y a encore 70% des patients qui étaient bien contrôlés par l'implant seul sans collyre. Et vous voyez que même à 9 mois ou 12 mois après une seule injection, on avait encore 40 à 50% des patients qui étaient bien contrôlés par l'implant. Donc c'est intéressant, on ne l'a pas en France. La raison est qu'il y a une petite perte de cellules endothéliales et qu'il faut être prudent voilà, vis-à-vis de ces implants. Je pense quand même qu'on peut dire qu'un jour ou l'autre, il y a plein d'autres labos qui en développent. On aura des implants pour tous les patients qui ne sont pas observants, qui n'arrivent pas à mettre les gouttes ou qui ont des effets secondaires sur la surface. On pourra traiter le glaucome par des implants. Et vous voyez, il y a une petite perte de cellules endothéliales. Évidemment, c'est une question pour les patients glaucomateux, on répétera les injections. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas une perte sur le long terme. Et juste une dernière diapo pour vous parler de la neuroprotection ou la neurorégénération, que ça soit pharmacologique, par thérapie génique, par cellules souches, par prothèse. Il y a beaucoup de travaux animaux expérimentaux. Les avancées chez l'humain, il y en a, il y a des essais cliniques. Il n'y a quand même pas de résultats concluants pour l'instant. Donc traiter un glaucome, c'est toujours baisser la PIO. Ça reste une maladie réversible. On ne peut pas restaurer, on ne peut pas régénérer le nerf optique. Je vous remercie. Merci beaucoup Florent. Super intéressant, notamment avec, on a hâte de voir un peu à plus long cours ce que ça donnera les rokinases. Notamment, moi j'étais intéressé en tant que cornéologue sur l'effet sur l'endothélium, parce que j'avais vu passer quelques papiers sur la régénération endothéliale. Donc à suivre de ce côté-là. En tout cas, c'est super d'avoir accès à cette molécule. Est-ce que vous avez des questions pour cette session ? Pour Esther. Par rapport à tes indications d'exérèse du cristallin, est-ce que tu utilises l'UBM dans tes indications? Oui, de façon systématique? Alors là, on est dans le contexte de la fermeture de l'angle, et c'est vrai que je n'ai pas détaillé le petit schéma, mais généralement, quand on a une fermeture de l'angle avec une acuité visuelle conservée, la première étape, c'est de lever le bloc pupillaire qui est un peu présent tout le temps, au moins en partie. Donc on commence par faire une IP. Si ton angle ne se réouvre pas après la réalisation de l'iridotomie périphérique, c'est intéressant de comprendre pourquoi ça ne se réouvre pas, et c'est là que je fais intervenir l'imagerie du segment antérieur pour vérifier la taille du cristallin et éventuellement la présence ou pas d'un iris plateau. Si tu as un facteur cristallinien qui est prépondérant, ben ça vaut le coup d'aller enlever le cristallin, effectivement. Oui. Esther, je peux juste apporter un commentaire. Si on a un glaucome par fermeture de l'angle ou une fermeture de l'angle avec hypertonie, qu'on décide de faire la chirurgie de la cataracte d'emblée, parce que des fois il y a des opalescences, l'âge du patient, l'imagerie du segment antérieur, quand on questionne les spécialistes, on l'a fait souvent,
je pense qu'on peut dire qu'elle n'est pas forcément obligatoire. Si on a bien fait la gonioscopie, documenté la gonioscopie dans le dossier, je pense qu'on peut enlever le cristallin sans avoir une OCT du segment antérieur ou sans avoir une UBM. Mais c'est vrai que souvent c'est fait peut-être pour se rassurer ou se couvrir, mais pas formellement obligatoire, je pense. Alors, je dis systématiquement, quand tu as un doute sur le mécanisme et quand tu n'as pas de doute, effectivement. Et l'autre point auquel, ça me fait, la réflexion du professeur Abtel me fait penser, c'est qu'effectivement, il faut savoir que quand on a un glaucome par fermeture de l'angle, assez régulièrement, les gens qui prennent maintenant en charge les glaucomes commencent par enlever le cristallin parce qu'on peut espérer une baisse pressionnelle. Et la confusion intervient quand, effectivement, on veut généraliser ce principe-là à tous les glaucomes. C'est vrai pour le glaucome par fermeture de l'angle avec un mécanisme cristallinien de fermeture. C'est moins vrai pour les glaucomes à angle ouvert où on peut avoir une petite lune de miel, la pression baisse un petit peu pendant 1 an et ça reprend après. Tu es d'accord ? Oui, c'est ça. Oui, on peut dire un message schématique. Un glaucome à angle ouvert, la chirurgie de la cataracte ne fait pas baisser la PIO. Je suis d'accord. C'est transitoire. C'est vrai que parfois, mais c'est transitoire. Ne fait pas baisser la PIO. Merci pour cette session, c'était passionnant. Les inhibiteurs de rokinase en monothérapie. Alors oui, les inhibiteurs des rokinases en monothérapie. Ne sont pas commercialisés. J'ai compris qu'ils étaient en association avec les prostaglandines. Et ils font la même chose qu'un bêta-bloquant, globalement. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ils ne sont pas commercialisés en France. On l'a qu'en combinaison latanoprost, donc latanoprost nétasurdyl. En monothérapie, ils font comme les bêta-bloquants, ils font moins bien que les prostaglandines. D'où probablement le choix de Santen, c'est Santen qui le commercialise, de le commercialiser qu'en combinaison. Mais ce serait intéressant de l'avoir en monothérapie pour des patients, un glaucome modéré qu'on voudrait traiter par bêta-bloquant, mais qu'on ne pourrait pas pour des raisons de contre-indication. Oui, la question se pose, on l'aura peut-être un jour en monothérapie, mais il y a probablement moins d'indications. Mais c'est vrai que pour des cas d'intolérants bêta-bloquants contre-indiqués, ça pourrait donner une classe thérapeutique effectivement supplémentaire. Est-ce que tu sais si l'hyperémie a tendance à s'atténuer un peu comme les analogues de prostaglandine ou pas du tout ? Alors mon expérience, elle est encore récente puisqu'on l'a depuis le mois de mars. Quand on questionne les collègues américains ou dans les études, a priori, c'est quand même pas assez rare, parfois, mais c'est rarement le cas. Généralement, elle apparaît rapidement, elle est plutôt stable au cours du temps. Il y a une petite partie des cas où ça semble diminuer avec le temps. Merci. Écoutez, je pense qu'on va clore cette session. Alors, on va faire une petite pause. On va reprendre à 16h40. Je vous demande d'essayer de tenir jusqu'à la fin parce qu'on a quand même un orateur qui vient aussi exprès de Montpellier nous parler des actualités du SNOF sur la dernière ligne droite. Et on va terminer par la rétine chirurgicale. Je vous dis à tout à l'heure. Merci.